Europe Matin. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Enseignante et essayiste. Face à vous, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé cette semaine que le gouvernement ne pourra pas tenir son objectif de 2% de croissance pour cette année. L'objectif désormais, c'est 1,8%, mais pour y arriver, il faudrait quand même un sacré regain d'activité économique au troisième trimestre. Barbara Lefebvre, le gouvernement pointe notamment du doigt les grèves à la SNCF et à Air France. C'est un peu pratique comme excuse, non ? Ah oui, c'est bien commode. On nous avait effectivement expliqué pendant la campagne 2017 que Emmanuel Macron était le plus compétent en économie, que élire un banquier d'affaires, ça allait nous permettre de réaliser des miracles en termes de politique économique. On voit déjà qu'il n'y a pas tellement d'effet Macron dans ce domaine, parce que finalement, les blocages structurels de la France, on ne va pas les lever en faisant simplement des petits ajustements sur le code du travail et quelques allègements de fiscalité des entreprises. Je pense qu'il y a des éléments structurels de l'économie française qui ne bougent toujours pas. Et notamment, quand même, la consommation des ménages a été sacrément impactée, notamment par la hausse de la CSG, par exemple. Et de ce point de vue-là, on voit que le décollage ne se fait pas. Pendant ce temps-là, outre-Atlantique, Donald Trump, lui, il est à 4,1 de croissance, il est à 3,8 de taux de chômage. Nous, on frise toujours les 9%. Donc, on voit bien que finalement, le capital confiance économique qu'on avait placé dans notre jeune président, il est en train de le dilapider. Donc, c'est dangereux. Jérôme Béglé. La France a bénéficié, comme l'ensemble du monde, en 2017, d'un regain violent mais très passager de croissance. Et donc, on a cru que, ça y est, l'anticyclone était définitivement arrivé et que le soleil allait briller sur la France pendant 4 ou 5 ans. Cette petite embellie qui maintenant se traduit par une croissance en demi-teinte rend encore plus urgentes les réformes. Je prends un exemple très précis. En 1997, lorsque Lionel Jospin arrive au pouvoir, il annonce un certain nombre de réformes. La croissance s'emballe pendant une année ou deux. Donc du coup, il est urgent de ne rien faire. Et pendant ce temps-là, l'Allemagne et Gerhard Schröder font les fameuses réformes structurelles qui profitent 20 ans après encore à l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc le 1,8 ou 1,6% de croissance qu'on va avoir en 2018 et peut-être en 2019 rendent encore plus urgentes les réformes structurelles. Et ce serait idiot de dire oulala, jouons les amortisseurs, faisons en sorte que les Français ne souffrent pas trop de cette crise. Pas du tout. C'est là qu'il faut remonter ses manches et creuser fermement pour trouver de nouveaux îlots de croissance. Alors, le taux de croissance de l'année dernière, cette embellie que vous venez de parler, 2,2%, ce qui effectivement a porté les premiers mois d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Maintenant que ça ralentit, est-ce que on pourrait dire que le président est en zone de turbulence, Barbara Lefebvre ? Oui, il est dans une zone de turbulence, d'autant plus qu'on a vu en bonus cette affaire Benalla qui écorne sérieusement son image d'un point de vue plus symbolique, mais quand même avec des effets politiques. Moi, je pense quand même que dans un pays qui ne se lance pas véritablement dans une vraie politique de désendettement, on ne pourra pas non plus complètement y arriver. Et cette question de la dette qui continue de filer, qu'on laisse filer, on est pratiquement à 37 000 € par habitant de dette et on la laisse filer parce que la dette est devenue une marchandise et que à partir du moment où les banques et tous ceux qui ont un patrimoine financier vivent de la dette, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part de l'État à essayer de désendetter le pays. Mais pourtant, ce sont les contribuables qui payent les intérêts de la dette. On est à 40 milliards de taux d'intérêt de dette par an. C'est le deuxième budget de l'État, je crois. Oui, et il faudrait quand même rappeler une petite chose, c'est que c'est en 1981 que la gauche, parce que c'est la gauche, a confié au marché financier la gestion de la dette. Donc on voit bien aujourd'hui, et ça se fait d'ailleurs dans une certaine opacité, parce qu'on ne sait pas qui sont les détenteurs finaux de la dette, et je pense que cette question du désendettement de la France, ça devrait être aussi une priorité d'un président de la République et d'un gouvernement qui se prétend justement avoir une vision économique. Mais je crois qu'ils ont une vision d'une économie financière et pas forcément de l'économie réelle, qui serait celle qui ferait redémarrer véritablement le pays. Et Jérôme Béglé, est-ce que les réformes à venir ou celles qui viennent d'être adoptées comme la loi sur la formation professionnelle peuvent changer la donne ? À la marge, elles changeront un peu la donne, mais si vous voulez, il y a tellement de nœuds qu'il faut résoudre que c'est pas les 5 premiers nœuds qui vont compter. Je pense que le chemin des réformes, c'est un chemin d'au moins 3 à 5 ans. Et que si on mollit en cours de route, tout ça sera l'équivalent d'un coup d'épée dans l'eau à la fin. Donc effectivement, il y a la dette. Effectivement, il faut faire maigrir cet État obèse en France qui est relativement absent dans ses fonctions régaliennes, mais qui s'amuse à vous mettre des règlements, des changements de normes tous les 4 matins et qui entrave
entrave la liberté d'entreprendre et met des bâtons dans les roues des entrepreneurs qui sont quand même les seuls qui aujourd'hui embauchent en France. Hein. Ce sont plutôt des TPE, PME, PMI qui embauchent plutôt que Total, et je n'ai rien contre Total évidemment. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra faire absolument définitivement. Évidemment il faudra s'intéresser à la dette, plus de 2000 milliards d'euros de dette, c'est absolument hallucinant, on est à 100% quasiment du PIB. Il faudra également un peu baisser la fiscalité. Quand on vous prend pas à la fin de l'année 10 euros pour vos impôts, ces 10 euros vous pouvez les mettre dans un restaurant, dans l'achat de quelque chose, donc ça retourne dans l'économie réelle. Je pense que toutes ces mesures elles sont connues de tous. Je veux dire, les économistes depuis 15 ans ils nous expliquent ce qu'il faut faire. À chaque fois qu'on est en campagne électorale, les candidats disent oui je vais le faire, et puis au moment où ils arrivent à l'Élysée, où ils arrivent au pouvoir, ils ont le bras qui tremble. Ce qu'on peut espérer, et ce qu'on espérait en tout cas jusqu'ici d'Emmanuel Macron, c'est qu'il aille au bout. Et il faudrait pas que cette affaire Benalla ou ses premières turbulences dans l'opinion publique lui fasse faire comme tous ses prédécesseurs. Finalement il est urgent d'attendre. Mais justement, qui dit baisse de la croissance dans les mois ou années qui viennent, dit forcément aussi, c'est un peu corrélé, baisse de popularité du président. Est-ce qu'il va pouvoir faire les réformes nécessaires, celles que vous appelez de vos voeux, si il est à un niveau de popularité bas? Oui, mais on ne peut pas toujours fixer sa politique en fonction des sondages et de la popularité. Il faut accepter parfois d'être impopulaire si les réformes que l'on conduit sont des réformes qui sont dans l'intérêt général et pour le bien de la population. Si on arrive à l'expliquer avec suffisamment de pédagogie, il ne faut pas en permanence avoir le nez sur les sondages et la question de la popularité. Oui, mais l'impopularité peut créer des blocages. Mais parce qu'il faut savoir quel est le type d'impopularité. Si on est impopulaire parce que justement on fait vraiment changer les choses et que le cap qu'on annonce est vraiment décisif pour la France, c'est une impopularité positive, et on en a eu nombreux hommes politiques ou grands hommes même de notre histoire qui ont été impopulaires mais dont on a vu les effets politiques positifs. Si on est en revanche impopulaire comme c'est en train de se passer pour Emmanuel Macron sur des questions plus liées à l'honnêteté, à la compétence, à la transparence, là ça va être un autre problème. N'ayons pas le modèle ou le contre-modèle François Hollande en permanence sous les yeux. François Hollande, il était impopulaire, certes parce qu'il n'avait pas fait les réformes, mais surtout pour des problèmes de gouvernance et de personnalité. Or, à l'évidence, Emmanuel Macron n'a pas la même personnalité que François Hollande. Donc l'impopularité dont il pourrait souffrir ne viendra pas de certains errements, de certains comportements à la tête du pouvoir. Qu'il en profite, il a cette chance-là pour aller au fond des réformes et au fond des transformations que tout le monde finalement appelle de ses voeux. Merci à vous deux, Barbara Lefebvre, essayiste et auteur de Génération J'ai le droit chez Albin Michel. Bonnes vacances. Merci Jérôme Begley, directeur adjoint de la rédaction du Point, que l'on retrouve lundi. Europe 1.